Bonjour, vous allez bien? Donc, Mm. on peut démarrer la séance d'aujourd'hui qui porte sur deux exercices. Un exercice de chimie qui parle d'acides faibles et de bases faibles, notion de Ka, pKa. Ensuite, l'exercice 2, c'est un exercice qui porte sur les circuits RC, LC, oscillation électrique libre. euh, et non amorti. Voilà, donc on a deux exercices de type baccalauréat. Voilà, quelqu'un pour lire. Exercice 1. Mhm, Les solutions sont prises à 25 degrés Celsius, température à laquelle le produit ionique de l'eau pure est Ke égale à 10 puissance moins 14. mhm, Deux solutions aqueuses S1 et S2 obtenues en dissolvant respectivement deux monobases B1 et B2 dans mhm, et la mesure du pH de chaque solution de volume B0 égale à 5 millilitres fournit la même valeur pH égale à 11,1. mhm, On dilue S1 et S2 mhm, avec de l'eau distillée afin d'obtenir respectivement deux solutions S' B1 et S' mhm, B2, chacune de volume V égale à 100 millilitres mhm. et de pH respectifs pH 2, 9,8 et pH de 10,4. 4. Mhm, Euh, Calculer la quantité de matière N0 d'ion hydroxyde OH- contenu dans chacune des solutions SB1 et SB2. mhm. 1, 2. Très, mhm. Ah, d'accord. Très Calcul. bien, donc on va répondre à cette question avant de continuer. Comme ça, cela nous permettra de gagner du temps. D'accord. Donc, pour la première solution, on vous dit on a deux solutions notées SB1 et SB2 obtenues en dissolvant deux monobases B1 et B2 dans l'eau distillée. Maintenant, comme c'est des monobases, on ne connaît pas si c'est base forte ou base faible. Voilà, mais on sait que c'est des monobases. Donc, le plus important, c'est de pouvoir reconnaître une base et ensuite, maintenant, de pouvoir répondre à la question posée. Voilà, donc on vous a dit la mesure du pH de chaque solution de volume 5 millilitres fournit la même valeur du pH. C'est-à-dire quoi? Lorsqu'on a dilué SB1, on a obtenu un pH qui est égal à 11,2. Lorsqu'on a dilué aussi SB2, on a obtenu un pH qui est égal à 11,1. Maintenant, on vous demande de calculer la quantité de matière contenue dans chacune des solutions SB1 et SB2. Maintenant, comment on calcule la quantité de matière d'une solution de monobase? Là, on connaît le volume, on connaît aussi le pH. Donc, connaissant le volume et le pH, on peut maintenant calculer ce qu'on appelle la quantité de matière. Donc, Awa, pour calculer, ou Khalifa, Medina, pour calculer la quantité de matière, on va appliquer la formule. Donc, pour SB1, c'est-à-dire la solution de SB1, nombre de moles d'ion OH-, qui est noté N0 ici, égale à quoi? La concentration des ions OH- multipliée par le volume V0. Donc, nombre de moles égale concentration fois volume. Maintenant, quel volume? Le volume V0 et maintenant la concentration, c'est à nous de la calculer. Donc, N de OH- égale concentration de OH-, comment on calcule ça? Oui, Diouf. Allez-y, Khalifa. C'est 10 puissance.
pH moins pKe. Très bien. Donc, concentration de OH-, c'est égal à 10 puissance pH moins pKe. pH moins pKe. Or, nous sommes à 25 degrés. Donc, pKe égale à 14. 14. Donc 10 puissance pH moins 14. On multiplie maintenant par le volume V0 et ensuite on fait maintenant le calcul. Donc attention, le volume est en millilitres, il faut Convert. convertir. Donc vous aurez pH, la valeur c'est 11,1 moins 14 multiplié par V0, c'est combien? 5 5, 10 10 puissance. puissance moins 3. Très bien. Maintenant, si vous faites le calcul, vous trouvez combien? Voilà, donc si vous faites le calcul, vous trouvez 6,3 10 puissance moins 6 mol. Donc vérifiez ceux qui ont déjà fait le calcul. Est-ce que vous avez trouvé la même chose? Voilà, allez-y. Baïtiare. C'est comme ça. Très bien. Donc, ça c'est Mhm. pour la solution SB1. Maintenant, on fait la même chose pour la solution SB2. Donc, si vous regardez ici, les deux solutions ont même pH, ont même concentration, ont même volume. Donc, cela veut dire quoi? On a la même quantité de matière. Donc, pour chacune des solutions, on a toujours la même quantité de matière. Donc, pour SB2, on raisonne de la même manière. Donc, nombre de moles de OH- qu'on note N0, c'est aussi égal à la concentration des ions OH- multiplié par le volume. Donc, si vous remplacez, vous obtenez la même chose, 6,3 10 puissance moins 6 mol. Donc, pour la solution S1 et S2, nous avons les mêmes nombres de moles. Donc, ça, c'est la première question. Ensuite, pour la deuxième question, on vous demande de calculer la quantité de matière N1 et N2 contenues dans les solutions. Ici, il faut corriger, c'est SB1' et SB2'. C'est après la dilution. Donc, 1, 2, on nous demande de calculer les quantités de matière d'ions OH- contenues respectivement dans les solutions SB1' et SB2', c'est-à-dire les solutions obtenues après la dilution. Maintenant, pour la première solution, on note ça N1 égale, toujours c'est la même formule, la concentration des ions OH- multiplié par le volume de la solution. Maintenant, attention, maintenant, on a une nouvelle solution dont le volume est noté V. Donc, vous voyez, le volume, c'est égal à 100 millilitres. Maintenant, pour cette solution, vous avez la concentration, donc pH 1' égale, c'est donné dans le texte, vous avez 9,8 et V, vous avez 100 millilitres. Maintenant, on va faire l'application numérique. N1 égale la même règle, 10 puissance pH prime moins pKe. Donc, on va remplacer et vous obtenez 10 puissance pH 1', sa valeur c'est égal à 9,8 moins pKe à 25, c'est égal à 14. Maintenant, le volume, c'est 100 millilitres. Vous convertissez, ça vous donne la valeur en litres. Donc, ceux qui ont calculé, vous devriez trouver normalement 6,3 10 puissance moins 6 mol. Voilà, donc c'est ça le nombre de moles d'ion hydroxyde dans la solution SB1', c'est-à-dire la solution obtenue après la dilution. Oui, Sar, Pouvez-vous revenir sur la question numéro un? la question numéro un. Oui. Très bien, pour la question numéro un, Diatou, on a Oui. dit deux solutions aqueuses SB1 et SB2 obtenues en dissolvant. Dissolvant veut dire prendre un solide
l'introduire dans de l'eau ou bien un solvant. Maintenant, comme nous sommes en chimie, on travaille avec le solvant qui est l'eau. Donc, notre solvant, c'est de l'eau distillée. On dit maintenant la mesure du pH de chaque solution de volume 5 millilitres fournit la même valeur du pH qui est égal à 11,1. Maintenant, on vous dit, première question, calculer la quantité de matière d'ion OH- contenu dans chacune des solutions SB1 et SB2. Maintenant, Diatou, pour calculer la concentration molaire, il me faut le nombre de moles et le volume. Maintenant, pour calculer aussi le nombre de moles, il me faut la concentration et le volume. Et comme on Mhm. a une solution de base, donc à chaque fois, on vous dit que si vous connaissez le pH, vous pouvez calculer la concentration d'ion OH, OH-, en faisant 10 puissance pH- moins pKe. Donc, c'est ça qu'on a utilisé. Voyez. Donc, nombre de moles égale concentration multipliée par volume. Donc, la concentration des ions OH-, la concentration des ions OH-, c'est Mhm. égal à la multiplié par le volume, nous donne ce qu'on appelle le nombre de moles d'ions OH-. Donc, vous voyez, j'ai entouré ça. Ensuite, maintenant, le pH, c'est 11,1 et le volume, c'est 5 millilitres. Donc, on a fait pH 11,1 moins 14. Ensuite, on a multiplié par le volume qu'on a converti en litres. Et ça donne 6,3 10 puissance moins 6 mol. C'est bon, Diatou? Oui, c'est bon. J'ai compris. Voilà, donc pour la solution SB2, on a raisonné aussi de la même manière. Nombre de moles égale concentration fois volume de la solution, ce qui donne encore la même valeur puisque c'est le même pH. C'est bon, Diatou? Très bien. Maintenant, ça c'était pour N1. Maintenant, pour N2, on va faire la même chose. Donc, nombre de moles N2 égale toujours concentration des ions OH- prime multiplié toujours par le volume de la solution. Donc, attention ici, le pH de prime, c'est égal à 10,4 multiplié par et le volume V égale 100 millilitres. Très bien. Maintenant, on calcule N2, c'est 10 puissance pH. La valeur du pH, c'est 10,4 moins 14 multiplié par 0,1. Donc, si vous faites bien les calculs, vous trouvez, je pense, 2,51 ou 5, 10 puissance moins 5 mol. Voilà, donc c'est ça le nombre de moles de. Voilà, donc c'est ça le nombre de moles N2 dans la solution SB2. Voilà, si c'est bon, on peut continuer maintenant. Donc, nous avons les deux nombres de moles. Ensuite, s'il n'y a pas de question, on peut continuer à la question suivante. 1, 3, 1. Maintenant, on vous demande ici de montrer que l'une des bases est forte. Donc, s'il n'y a pas de question, on peut avancer. Très bien. Donc, on vous dit de montrer que l'une des bases est forte. 1, 3, 1. Donc, la question, nous venons de calculer le nombre de moles d'ions OH- avant la dilution et on calcule aussi le nombre de moles d'ions après la dilution. Donc, maintenant, on dit de montrer que l'une des bases est forte et l'autre base est faible. Maintenant, comment on va procéder? Donc, si vous regardez bien, on a trouvé N0 égale 6,3 10 puissance moins 6 mol pour les deux solutions SB1 et SB2. Et ensuite, après dilution, après dilution, on a calculé le nombre de moles N1. On a trouvé 6,3 10 puissance moins 6 mol. Et N2, nous avons trouvé 2,51 10 puissance moins 5 mol. Maintenant, qu'est-ce que vous remarquez ici? Que remarquez-vous ici? Oui, Moussa. Bon, bonsoir, monsieur. Bonsoir. Ça va, vous allez bien?
Alhamdulillah, et vous? Alhamdulillah. Mhm, Donc ici, j'ai remarqué que la quantité de matière initiale avant la dilution mhm. est égale à la quantité, est égale à la quantité de matière après la dilution pour N1. Pour SB1, n'est-ce pas? Donc, Oui, pour la solution SB1, n'est-ce pas? oui, Et SB1 prime, n'est-ce pas? oui, Très bien. N0 avant dilution, le nombre de moles N0 avant la dilution, n'est-ce pas? oui, Très bien. Le nombre de moles avant la dilution est égal, c'est bon? oui, Est égal au nombre de moles voilà, à N1 après la la dilution. dilution. Très bien. Après dilution. Est-ce que vous voyez? Oui, je vois. Donc, le nombre de moles avant la dilution est égal au nombre de moles après la La dilution. dilution. Qu'est-ce qu'on peut dire maintenant? Donc, on peut conclure en disant que la solution, euh, SB1 Mhm. Très bien. est une Alors base, là, très bien, la solution SB1, est une oui, base forte. très bien, la solution SB1 est une base forte. Très bien. Donc, c'est ça la remarque ici. Avant dilution et après dilution, on a obtenu le même nombre de moles. Donc, cela signifie que l'entité est considérée comme une base forte. Parce que lors d'une dilution, le nombre de les molécules se dissocient totalement dans l'eau pour une base forte. Et maintenant, pour l'autre maintenant, on voit que deux, pour SB2, le nombre de moles 0 est différent de N2, n'est-ce pas? Cela implique que SB2 est une base faible. Donc, d'après les deux nombres de moles, on a trouvé pour SB1 6 10 puissance 6,3 10 puissance moins 6 et pour SB1 prime, on a trouvé 6,3 10 puissance moins 6. Conclusion, on a, oui, Moussa, allez-y. Voilà, donc on a le même nombre de moles pour la solution SB1 avant dilution et après dilution. Donc, conclusion, oui, allez-y, Moussa, tu as la parole. Donc, ici, on peut comparer aussi si on avait les pH différents. Très bien, On pourrait, mais oui, on pourrait passer pour les pH en faisant une oui, conclusion. très bien. Là aussi, c'est une autre méthode. On peut utiliser les pH pour montrer que aussi, on a une base forte et une base faible. Très bien, Moussa, ça c'est une autre méthode. Donc, on va préciser ça. Autre méthode. Très bien. Maintenant, pour la deuxième méthode, qu'est-ce qu'il faut faire? On sait que quand on fait une dilution, le nombre de moles varie. Donc, la concentration aussi. Quand on fait une dilution, excusez-moi, le nombre de moles ne varie pas, mais la concentration varie. Donc, on a une formule dans le cahier de cours qui dit pour une base forte, le pH de la solution peut être calculé en faisant 14 plus log Plus le plus. de OH moins. Est-ce que vous voyez? Donc ça, c'est hypothèse pour une base forte. Maintenant, pour le premier cas, on va calculer d'abord la concentration de OH moins. Est-ce que vous voyez? Donc, et on va calculer maintenant le pH obtenu après la dilution. Donc, vous allez avoir pH 1' égale 14 plus log de OH- prime. Maintenant, comment on calcule la concentration? En faisant nombre de moles sur volume total. Donc, pH égale 14 plus log de OH- prime. Maintenant, pour calculer la concentration, il nous faut prendre le nombre de moles qu'on divise par le volume total. Maintenant, le nombre de moles, on avait trouvé 6,3
10 puissance moins 6 que vous divisez par le volume. C'est combien après la dilution? 100 millilitres. S'il convertissait, ça donne 0,1. Maintenant, c'est ça la concentration de OH-. Maintenant, vous calculez, ça donne combien? C'est ce qu'ils ont calculé. Donnez-moi la valeur. 9,79. Tu as trouvé 9,79. 9,79. Très bien. Donc, Ndak a trouvé 9,79. Maintenant, 9,79, c'est sensiblement égal à 9,8. Oui. Donc, vous voyez. Donc, on a pH' 1 est égal à 9,8, la valeur donnée. Conclusion, B1 est une base forte. Donc, vous voyez. Donc, conclusion, B1 est une base forte. Voilà, SB1 est une base forte. Très bien. Maintenant, si on trouve une valeur différente, on va dire que B n'est pas une base forte. Voilà. Donc, pour la deuxième solution, on va raisonner aussi de la même manière. Maintenant, pour la deuxième solution, après la dilution, on va calculer le pH pour vérifier. Donc, vous voyez, pH2' égale toujours 14 plus log de OH moins. Ouais. Maintenant, si on calcule, on va avoir 14 plus log, entre parenthèses. Maintenant, la concentration, on avait trouvé d'abord le nombre de moles 2,51, 10 puissance moins 5, qu'on divise par le volume 0,1. Voilà. C'est ce qu'ils ont calculé. Donnez-nous la valeur. Allez-y, Ndak, comme tu es toujours là. 10,39. Tu as trouvé combien? 10, 39. voilà, ça c'est 10,39. Donc c'est 10,39 qu'on a arrondi et qui est égal à 10,4. Maintenant, si vous regardez avant la dilution, ça c'est le pH obtenu après la dilution. Maintenant, avant la dilution, on avait la concentration. Donc, on va dire avant dilution. Donc, pH était égal à 14 plus log, n'est-ce pas? Maintenant, on va calculer. Avant dilution, on avait les mêmes nombres de moles. C'était 6,3, 10 puissance moins 6. Maintenant, divisé par le volume, c'était 5 millilitres. Maintenant, 5 millilitres, si vous convertissez, ça vous donne 0,005. Voilà, maintenant, vous calculez cette valeur et vous me donnez. Allez-y, oui. Touré, 11,1. on trouve 11,1. 1. Très bien, donc on trouve 11,1. Maintenant, vous remarquez que pH 1 égale 11,1 et pH 2' égale 10,4. Donc, on a des valeurs de pH qui sont différentes. Maintenant, comme ces valeurs sont différentes, alors la base B2 est faible. Donc, B2 est une base faible. Oui, Fatih Touré. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, ça va? Ça va bien. Je n'ai pas Alhamdulillah, oui. compris comment vous avez montré que l'une des bases est forte, avec N0 différent de NE. Avec N0 différent de? NE. Très La bien. première Donc, méthode. tu as calculé les deux nombres de moles. Non. Tu viens d'arriver. Oui. Bon, on a calculé les deux nombres de moles avant la dilution et on a trouvé 6,3 10 puissance moins 6 moles. Est-ce que tu as vu?
Oui. Pour les deux solutions, on a trouvé 6,3, 10 puissance moins 6, hein. C'est ça qu'on appelle N0. Tu as vu? Fatih, tu es là? Fatih? Fatih, tu as vu? Oui. Voilà, donc on a trouvé N0, 6,3, 10 puissance moins 6 mol. Ça, c'est le nombre de mol de OH- dans la solution 1 et dans la solution 2. Maintenant, après avoir fait la dilution, on a calculé, on a calculé N1. Maintenant, lorsqu'on a calculé N1, maintenant, on a trouvé encore le même nombre, 3 6,3, plus puissance 10 puissance moins moins 6. 6. Tu as vu? Oui. Ensuite, on a calculé le nombre de moles de OH- dans la deuxième solution diluée. On a trouvé 2,51, 10 puissance moins 5. Oui. Maintenant, en remarquant que N0 égale N1 au niveau de la première dilution, Oui. donc cela veut dire qu'il y a conservation de la matière. Donc, comme il y a conservation de la matière, et dans le cours, on vous avait dit que lors d'une dilution ou bien lors d'une dissolution d'une monobase forte, le coefficient d'ionisation est égal à 1. Ça veut dire que toutes les molécules se dissocient. C'est difficile. Donc, c'est ça qui nous a permis de conclure que B1 est la base forte parce qu'on a trouvé la même quantité de matière avant dilution et après dilution. Ensuite, pour la solution SB2, donc c'est ça qu'on a écrit ici, hein. Oui. Donc N1 égale et N2, donc N0 avant dilution est égal à N1 après la dilution. Alors la solution SB1 est une base forte. Donc comme SB1 est une base forte, alors SB2 est une base faible. C'est bon? Oui. Voilà, ça c'est une méthode. Et il y a un élève qui avait proposé une deuxième méthode, c'est la méthode avec les pH. Donc on suppose que l'entité est une base forte et on calcule. Donc lorsqu'on a calculé pour le premier cas, on a trouvé 9,8. Et pour le deuxième cas, on a trouvé 11,1. Est-ce que vous voyez? Oui. Donc pour le deuxième cas, on a 11,1 qui était la même valeur au départ. Conclusion, B1 est une base forte. Donc c'est ça les deux méthodes. Très bien. Maintenant, si c'est bon, on peut continuer. Merci. OK. Allez, question suivante. Maintenant, on vous demande d'écrire l'équation de dissolution. Touré, tu es là? Fallait. Je suis là. Très bien. Maintenant, tu réponds à la question 1, 3, 1. Écrire les équations des réactions de chacune des bases avec l'eau. Mhm. Euh, pour la première solution, Très bien. hydroxyde, Donc, c'est B1. On ne connaît pas, on met B1, n'est-ce pas? oui, plus H2O. B1 étant très bien la base forte, donc plus H2O. Mhm. Donc, attention, Donc, comme c'est une base forte, on a une dissolution totale. total, Donc, on met une seule flèche. C'est bon? oui, Donc, on aura B1 BH comme ça. plus, Très plus OH bien. moins, Plus OH moins. moins, Donc, on se réfère au niveau de la définition selon Bronsted qui dit que une base est une espèce chimique capable de capter. Est-ce que vous voyez? des protons H plus, Très bien, voilà. Donc, c'est ça pour l'équation de la base 1. Et maintenant, pour la monobase B2 B2, plus H2O, très bien, plus H2O. réversible, Très bien. Là, l'équation est réversible. Donc, très réversible, bien. Donc, ça va être B, B2H très bien, B2H+, plus OH moins. très bien, plus OH-. Tu as 0, plus 0,50. Voilà, ça sera noté au baccalauréat, Inch'Allah. Inch'Allah. Très bien, on va continuer à la question suivante. 1, 4, 1. Maintenant, on vous dit, toujours Fali, continue à lire. Bon, il y a Moussa qui a levé la main. Moussa, oui.
Moussa, allez-y, on vous écoute. Oui, chef. Oui, Là, les deux flèches, l'équation de, pour la base pourquoi, B2. oui, oui, pourquoi vous avez Pourquoi mis les on a deux mis deux flèches? flèches? Oui. Parce que on a montré que B1 est une base forte. Et on a montré aussi que B2 est une base faible. Ah, Et maintenant, pour faire la différence, il faut mettre les deux flèches pour montrer que la base faible se dissocie partiellement dans dans l'eau. Comme toi, l'eau. d'accord, Ouais. d'accord, j'ai compris. Très bien, Moussa. Allez, on continue. Maintenant, on vous dit un 4, sachant que la concentration molaire de la solution aqueuse de base faible avant la dilution est, donc là, on raisonne avec la base faible maintenant. L'énoncé a bien précisé la base faible, hein. Donc, base faible, on a donné sa concentration. Maintenant, on demande de calculer les concentrations molaires des espèces chimiques. On suppose que les ions provenant de l'autoprotolyse de l'eau sont négligeables devant ceux produits par la base. Donc là, c'est une information très importante. Maintenant, la première chose à faire, c'est les espèces chimiques. Quelles sont les espèces chimiques qui sont en solution? Maintenant, les espèces chimiques sont, oui, qui peut me donner les espèces chimiques? Oui, Awilan. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, Awa, vous allez bien? Oui. Mhm. Les deux ici, monsieur. H3O plus. Très bien, il y a H3O+. OH moins. Très bien, il y a OH- hydroxyde. B1H plus. B. B1. Regarde bien. B1 ou B2? B2. B2H plus. Très bien, B2H+, B2. et éventuellement B2, la molécule restante. Très bien. Maintenant, on va procéder au calcul. Maintenant, pour calculer la concentration de H3+, on fait toujours 10 puissance moins pH. pH. Pour n'importe quelle solution, dès que vous avez le pH, vous pouvez calculer la concentration. Maintenant, attention, avant la dilution, le pH était égal à 11,1. N'oubliez pas. Donc, vous aurez 10 puissance moins 11. 11,1. Maintenant, vous me donnez le résultat. Donc, si c'est bien fait, vous devez trouver 7,94, 10 puissance moins 12. C'est bon? Mhm. Très bien. Voilà. Donc, c'est ça, la concentration des ions H3+. Maintenant, on va calculer la concentration des ions OH-. Ouais. Donc, avant de faire les calculs, vous devriez savoir que OH- doit être majoritaire. Voilà. Donc, vous aurez, avec la formule, toujours le produit ionique Ke égale concentration de H3+ sur concentration fois concentration des ions OH-. Maintenant, on va utiliser cette relation pour calculer la concentration de OH-. Ke, c'est 10 puissance moins 14 sur H3+, qu'on vient de calculer 7,94, 10 puissance moins 12. Très bien. Tu as trouvé combien? Allez-y. Binta. Amiba, allez-y. Bonjour, monsieur. Bonjour, vous allez bien? Ça va bien. Euh, Alhamdulillah. Oui. résultat, c'est 1,25 10 puissance moins 3. 1,25 10 puissance moins 3. Très bien. Maintenant, vous remarquez que ici, la concentration des ions OH- sont majoritaires. Oui, Binta, allez-y.
Baba Touré, allez-y, Baba. Bon, Oui, Baba, ça va, vous allez bien? Inch'Allah. Monsieur, ici, pH 10,4. Non, Pourquoi non, non, vous là, avez... c'est avant la dilution. Ah, ok. Il faut bien lire. On a dit, d'après le texte, tu as vu, Oui, oui. cherchant, voilà, la concentration aqueuse avant la dilution. C'est bien écrit. Il faut bien lire, hein. On a dit avant la dilution. Oui. Très bien. Donc là, ils ont trouvé 1,25 10 puissance moins, moins 3. Donc là, on peut arrondir parce qu'après le 5 il y a 6 qui vient. Très bien. Donc, maintenant, on peut arrondir à 6, hein. Très bien. Maintenant, il nous reste la concentration de B2 plus. Maintenant, pour calculer la concentration de B2H plus, on va utiliser l'équation d'électroneutralité. D'après l'équation d'électroneutralité, la concentration de B2H plus la concentration des ions H3O des ions H3O égale à la concentration des ions OH-. C'est ça qu'on appelle l'équation d'électroneutralité. Maintenant, on va calculer la concentration des ions B2H+ dans la solution. Donc, on va faire juste la différence OH- moins H3O, H3O+. Maintenant, vous remarquez ici que H3O+ est très négligeable devant celle de la concentration des ions OH-. Maintenant, donc, vous allez obtenir, oui, Ndeye Gnilane, Ndeye Acha, allez-y, Oui, ça va, monsieur? vous allez bien? Ça va, je vais bien. Alhamdulillah. Pouvez-vous revenir sur les équations? Toi, tu viens d'arriver? Non, je n'étais pas là. Bon, il y a du bruit, il faut couper le micro parce que sinon il y aura des interférences. D'accord. Voilà, il faut couper d'abord le micro. Ensuite, voilà, donc, voici les équations. B1, c'est la base forte, plus H2O, ça donne B1H+, plus OH-. Une base forte se dissocie totalement dans l'eau, c'est pourquoi on a mis une seule flèche. Donc, on s'est référé uniquement à la définition de Bronsted qui dit une base est une entité chimique capable de capter un proton. Donc, c'est ça. Il capte ici un H+, et il va rester OH-. Ensuite, pour l'autre, c'est une base faible. On sait qu'une base faible se dissocie lentement dans l'eau. C'est pourquoi on a mis les deux flèches pour montrer que la réaction est réversible. Voilà, donc on s'était arrêté à la concentration de B2H+. Donc, c'est sensiblement égal à la concentration des ions OH, OH-. Donc, on peut dire sensiblement égal à 1,26 10 puissance moins 3 mol par litre. Voilà. Maintenant, il nous reste la base restante. Maintenant, pour calculer la base restante, on va avoir aussi toujours la conservation de la matière. Oui, Sohna Diagne, Sohna, allez-y, Sohna. Sohna, il faut désactiver ton micro. Il faut activer, voilà, il faut activer le micro, Sohna, pour pouvoir parler. Bon, Sohna, elle n'est pas là, donc je pense qu'on peut continuer. Voilà, donc on continue. Maintenant, on a déjà calculé la concentration de H plus B. Maintenant, il nous reste maintenant de calculer la concentration restante. Maintenant, pour calculer la concentration restante, on va utiliser seulement la conservation de la matière. Donc, pour la conservation de la matière, donc vous aurez, ici, c'est une base B2. Donc, on va noter ça. Concentration de B2 égale B2H plus maintenant la base B2 reste
restante. Maintenant, ce qu'on veut calculer, c'est la concentration de B2 restante. Donc, c'est CB, la concentration initiale, moins la concentration dissociée de B2H. Voilà. Voilà, maintenant, on va remplacer CB, c'est donné dans le texte. Sa valeur, c'est 0,1 moins, on vient de trouver B2H, c'est 1,26, 10 puissance moins 3. Voilà, qui a calculé? Sohna, allez-y, Sohna Diagne. Allez-y, Imam Fatou. Allez-y, 9,9 10 puissance moins 2. 9,9, 10 puissance Moins 2 mol par litre. 9,9, 10 puissance moins 2 mol par litre. Merci beaucoup, Fatou. Très bien. Donc, jusqu'à présent, tout le monde a compris. Si c'est bon, on peut continuer. Oui, Ndak, allez-y. C'était pour le résultat. Très bien, merci beaucoup. Donc, on va continuer. Ensuite, on est à la question 1, 2, 1, 4, 2. Voilà, 1, 4, 2. Très bien. Maintenant, dans cette question, on demande d'exprimer le coefficient d'ionisation bêta en fonction de la concentration Cb du produit ionique et de la valeur du pH. Maintenant, pour cela, comme c'est une base faible, il note sa bêta, bêta égale concentration des ions OH- sur la concentration de la solution initiale. Ou bien, on pouvait dire aussi, c'est concentration de B2H+, sur la concentration de la solution initiale. Voilà, c'est la même chose. Maintenant, on va remplacer et trouver ce qu'on nous demande. Donc, tout à l'heure, on avait exprimé OH- en fonction de pKe. Donc, on sait que OH-, la concentration des ions OH- est égale à 10 puissance pH moins pKe. Donc, pKe, c'est ce qui est égal à 14. Maintenant, c'est ça qu'on nous demande. On fait que remplacer pour avoir ce qu'on nous demande. Donc, vous aurez concentration des ions OH- égale, bon, excusez-moi, vous aurez alpha, bêta, le coefficient d'ionisation, vous remplacez directement, comme ça on gagne du temps. Bêta égale 10 puissance pH moins pKe, le tout sur la concentration de Cb. Voilà, donc c'est ça l'expression. Donc vous voyez, on a en fonction de Cb, pKe et pH. Maintenant, on demande de calculer maintenant la valeur du coefficient d'ionisation. Très bien. Maintenant, qui a calculé la valeur? Bon, personne n'a calculé. Donc, on va calculer ça ensemble. Donc, vous avez bêta égale. Maintenant, attention ici, pour la valeur du pH qu'il faut utiliser, c'est toujours avant la dilution. Oui, Ndak, allez-y. Allez-y, Ndak. Donc, on a 11,1. J'ai dit pour le résultat. Oui, J'ai eu 0,0126. très bien. 0,0. 126. 126. Très bien. Donc, c'est ça, bêta. Bêta égale 0,0126. N'oubliez pas, bêta n'a pas d'unité. Soit, si vous multipliez par 100, ça vous donne 26. 1,26. Voyez, 1,26% des molécules se sont dissociées. Voyez, c'est une dissociation très faible. Oui, Fatou Touré. Donc, Fatou, allez-y. Allô, monsieur. Bonjour, Fallou. Excusez-moi, Fallou. Ça va? Ça va, alhamdulillah, yaa ngi si jàmm. Oui, ça va, alhamdulillah. C'est Ah, la... monsieur, Uh-huh. est-ce que vous pouvez revenir sur comment vous avez calculé les concentrations chimiques qui sont présentes dans la solution? Tu viens d'arriver? Oui, À ton âge, toi aussi. Où est-ce que tu étais? on donne un quoi, je suis désolé. Un élève ne doit pas manger. D'accord, monsieur. Très bien. Donc, on va remonter un peu vite. Voilà, donc c'est bon.
Ouais, l'inventaire des espèces chimiques, c'est ça? H3O plus OH moins, B2, H plus et B2. Vous voyez? Oui. Ensuite, on a la valeur du pH. C'est 11,1. C'est avant la dilution. Est-ce que vous voyez? Avant l'addition. Ok, d'accord. Très bien, c'est avant la dilution. D'accord. C'est bien mentionné dans le texte, quoi. Sachant que la concentration avant la dilution est calculer les concentrations des espèces chimiques. C'est D'accord, bon? d'accord. D'accord, Voilà. oui. C'est bon, il n'y a pas de problème. Non. Donc, on peut continuer. Oui, on peut continuer, oui. Allez, tu seras honoré. D'accord. Très bien. Maintenant, on demande de calculer la valeur de bêta avant la dilution et après la dilution. Donc, nous venons de calculer le coefficient avant. Maintenant, on va calculer la valeur de bêta après la dilution. Donc, après la dilution, toujours la même formule ne change pas. C'est toujours maintenant 10 puissance pH 2 prime maintenant moins pKe sur CB. Ouais, c'est la même formule. On appelle ça bêta prime. Donc, bêta prime maintenant égale. Donc, attention, après dilution maintenant, le pH est égal à combien? Donc, le pH, c'est égal à 10,4. Donc, c'est ça, pH 2. Donc, on va avoir 10 à la puissance 10,4 moins 14. Le tout sur 0,1. Voilà, c'est ça l'expression qui peut nous donner le résultat. Oui, Baïtiare, allez-y. 2,51, Allez-y. 10,3. Combien? 2,51. 2,51. 10 moins 3. 10 à la puissance moins. 3. Bon, vérifie bien. Bon, on peut prendre deux chiffres après la virgule pour ne pas... Les autres, est-ce que vous avez trouvé le même résultat? Oui. Ndak, tu as trouvé combien? 2,51 10 puissance moins 3. Très bien, 2,51 10 puissance moins 3. Moins Donc, on 3. peut prendre 2,5 10 puissance moins 3. Voyez, là, c'est hyper faible. Donc, on peut exprimer ça en pourcentage. Donc, si on multiplie par 100, ça va donner combien? 0,25. Très bien, ça va donner 0,25. 0,25%. Ouais, donc 0,25%, c'est très faible. Ouais, donc avant dilution, on était à 1,26. Après dilution, on est à 0,25%. Donc cela confirme que c'est une base faible, parce qu'une base faible se dissocie lentement dans l'eau. Très bien, si c'est bon, on peut passer à la question suivante. On vous demande maintenant de euh, montrer que la constante d'acidité s'écrit sous la forme toc toc toc. Donc vous aurez la question 1, 5, 1. Maintenant, la question Ka, toujours la formule ne change pas. C'est la concentration des ions H3O+, multipliée par la concentration de la base. Ici, la base, c'est B2, restant, sur maintenant la concentration de l'acide qui est B2H+. Voilà, donc c'est ça la formule. Oui, Khalifa Diouf, Medina Khalifa, allez-y. Bon, oui, Khalifa, on n'entend pas. Donc, pour la question précédente, on avait Je vais demandé. faire une Oui, capture d'écran. ok. Donc, vous aurez le corrigé après, mais allez-y, donc vous pouvez capturer. Voilà, c'est bon? Monsieur, Oui, pour la question 1, 4, 3, vous 1, avez 4, oublié 3. De Ah, on a conclure. demandé de conclure. Oui. Très bien. Donc, qu'est-ce que tu vas dire, toi, pour la conclusion? Qu'est-ce que vous remarquez?
Donc, alpha, bêta, vous avez trouvé 1,26% avant Oui. dilution. Après dilution, Donc, tu as 0,25. Qu'est-ce qu'on va dire? on peut dire que pour avant, on a bêta 1 est supérieur à 1. Bêta 1, Bêta avant est supérieur à 1. bêta avant est supérieur à 1. Ah, attention, bêta c'est 0,0126 et Oui. l'autre c'est 0,25, n'est-ce pas? Donc Ah, ici, d'accord. vous constatez que bêta 2 est bêta prime est supérieur à bêta. Et Très bien. oui, il est supérieur. Donc bêta prime est supérieur à bêta. Conclusion, qu'est-ce que tu peux dire? On constate que, qu'est-ce qu'on constate ici? Que bêta, on constate que bêta prime supérieur à bêta. Donc, la dilution, la dilution favorise l'ionisation. Donc, la dilution favorise l'ionisation. C'est-à-dire quoi? Le coefficient d'ionisation augmente avec la dilution. Plus on dilue, plus la molécule se dissocie. Donc, on pouvait aussi conclure comme ça en disant que le coefficient d'ionisation augmente avec la dilution. Le coefficient d'ionisation augmente avec la dilution. Voilà, donc c'est ça la conclusion. Le coefficient d'ionisation augmente avec la dilution. Merci, Ndak, de nous avoir rappelé ça. Très bien, maintenant on continue. Nous sommes à la question 1,5,1. On demande de montrer que le Ka s'écrit sous la forme 1,5,1. Donc, pour rappel, toujours Ka de n'importe quel couple, c'est concentration de H3O+, multiplié par la concentration de la base sur la concentration de l'acide. Voilà, c'est ça l'expression du Ka. Maintenant, pour notre exercice, on va avoir H3 plus concentration multiplié par la concentration de la base B2, mais quelle concentration restante sur la concentration de l'acide B2H+. Voilà, donc c'est ça l'expression. Maintenant, eux, ils nous ont demandé de montrer que c'est en fonction de CB et bêta. Maintenant, pour cela, on va utiliser seulement les relations. On nous a dit tout à l'heure que les ions H3O+ sont négligeables. Donc, d'après l'équation d'électroneutralité et le coefficient bêta, on peut utiliser cette relation pour pouvoir exprimer le Ka. Donc, vous aurez OH- sur CB. Maintenant, ce qui implique que la concentration de OH- est égale à CB multiplié par bêta. Ou bien, on sait que OH- est sensiblement égal à B2H+. Donc, on peut dire aussi c'est bêta fois CB. Maintenant, le problème de alpha est réglé. Maintenant, il va rester le B2 restant. Le B2 restant, c'est la conservation de la matière. On avait dit que B2 restant, c'était égal à CB, la concentration initiale, moins la concentration des molécules dissociées, BH+. Voilà, donc c'est ça qu'on avait. Maintenant, on va remplacer le CB, moins maintenant B2H+, on va remplacer ça par CB multiplié par bêta, qui est le coefficient
d'ionisation ou de dissociation. Maintenant, vous remarquez bien qu'on a CB partout, donc on peut factoriser et vous obtenez 1 moins bêta. Donc, c'est ça l'expression de B2 restante. Maintenant, comme on a ça, on peut remplacer dans notre expression de Ka. Donc, vous aurez Ka égale concentration des ions H3O+, multiplié par la concentration de la base restante. Maintenant, cette base restante, vous remplacez ça par CB, facteur de 1 moins bêta. Le tout sur la concentration de B2H+. Or, on vient de dire que B2H+, c'est égal à OH-. Ouais. Donc, on va remplacer ça par OH-. Maintenant, n'oubliez pas qu'il y a une relation entre OH- et H3O+. Donc, les deux sont toujours liés par le produit ionique Ke. Donc, vous aurez OH- égale Ke sur la concentration des ions H3O+. Maintenant, ce qui nous ramène à dire que Ka égale, chers élèves, H3O+, multiplié par CB, facteur de 1 moins bêta, le tout sur la concentration maintenant de OH- qu'il faut remplacer par Ke sur H3O+. Maintenant, arrivé là, vous avez une fraction. Diviser une fraction, c'est multiplier par l'inverse de la fraction. Donc, vous aurez Ka égale H3O plus au carré, multiplié par le CB, facteur de 1 moins bêta, le tout sur Ke. Voilà, donc c'est ça l'expression qui est demandée pour le Ka. Ouais, donc c'est ça l'expression de Ka demandée. Bon, si c'est bon, on peut continuer. Donc, ils ont dit, oui. Allez-y, Amina, Amiba, allez-y, Ami. Monsieur, Oui, je voulais voir la valeur de B qu'on avait calculée. Le la valeur coefficient, de B. oui. Quel B? B, pas B prime, B. B seulement. Concentration ou quoi? Non, non, lorsqu'on calcule les coefficients de d'ionisation. Le coefficient d'ionisation, la valeur de bêta. Oui, Bon, il y a deux bêta, hein, avant dilution et après dilution. avant dilution. Avant dilution, on a trouvé Un- 0,126%. C'est 1,26%. Effectivement. Et B prime, B', on a trouvé 2,5 moins 3, soit 0,25%. mais lorsque, montez un peu, s'il vous plaît. Oui, Conclusion. Ah oui, conclusion, très bien. vous avez mis B prime est supérieur à B. Ah, regarde bien, 0,25 et 0,126. 0, 0,25 et 0,0126. je pense que c'est 1,26 qui est supérieur à 0,25. Hmm? Je pensais que c'est 1,26 est supérieur à 0,25%. 0,25%. Bon, là, c'est combien? 2, est-ce qu'il n'y a pas erreur de calcul alors? 2,5 exposant moins 3 multiplié par 100. Attention, ici, ça donne ça, 0,25. Et là-bas, ça donne combien? 1,26. 1,26%. Oui, Donc, on a 1,26 et 5. 0,25. Hmm? Bon, Oui, 1,26, c'est avant dilution. oui. Et 0,25, c'est après Dilution, dilution. oui. Donc, ici, c'est une base faible. Effectivement, c'est vrai. Donc, pour une base faible, les bases se dissocient lentement dans l'eau. Donc, ici, c'est la dilution, n'est-ce pas, diminue l'ionisation. Dilution. Bon, par rapport à la valeur trouvée, c'est 25. 0,25. Hein? Oui, Donc, si c'est un acide fort, lorsqu'on dilue, le coefficient doit monter. augmenter. Bon, vérifiez, est-ce que vous avez les mêmes valeurs en haut? Oui, 0,026, hein? oui.
Ok, ça donne 1,26%. Et pour l'autre, après, 0,25. ça donne 0,25. Donc, c'est vrai. Donc, c'est une base faible. Quand on dissocie une base faible, la quantité de matière n'est pas la même. Est-ce que vous voyez? Mhm. Donc, ici, la conclusion, on va dire bêta prime est Inférieur. inférieur au lieu de Supérieur. supérieur. Merci, Amina. D'accord. Abiba, tu as plus de... Merci. Voilà, donc on a bêta prime qui est inférieur à bêta. Donc ici, la dilution diminue l'ionisation. Est-ce que vous voyez? Donc, premier cas, on était avec 1,26. Maintenant, lorsqu'on a dilué, le nombre d'ions a diminué. Donc, la dilution diminue l'ionisation. Voilà. Donc, c'est quand on a les bases faibles, n'est-ce pas? Ça n'obéit pas à la même règle que les bases fortes. Donc, si c'était une base forte, le coefficient d'ionisation augmente. Maintenant, si c'est une base faible, le coefficient d'ionisation diminue. Merci, Amina. Tu seras honoré. Merci. Très bien, on continue. Nous sommes à la question 1,5,1. Voilà, on vient de calculer, de montrer la valeur ou l'expression de Ka. Maintenant, on suppose que la réaction de la base faible avec l'eau est très limitée. En déduire l'expression du pKa en fonction de pH, pKe et Cb. Maintenant, comment on va faire, Ami, pour cette question? On a dit qu'on suppose que la réaction de la base faible avec l'eau est très limitée. Ça veut dire que ça se dissocie très, très, très faible. Donc, cela veut dire que B est très, très, très inférieur à 1, d'après ce qu'on vient de trouver. Voyez. Donc, comme B est très, très inférieur à 1, cela veut dire que 1 moins B est sensiblement égal à 1. Donc, on peut remplacer et dire que maintenant, Ka égale concentration de H3O plus au carré multiplié par Cb. Parce que 1 moins bêta est sensiblement égal à 1. Donc, vous aurez sur Ke. Donc, on a l'expression de Ka en fonction de Ke. Or, on sait que Ke est lié à pKe. Donc, nous avons, oui, Fallou, allez-y. Allô? Oui, Fallou, Monsieur, pour la démonstration, oui. on nous a demandé de démontrer que Ka égale à concentration H3O plus multiplié par 2Cb. Non, non, c'est pas 2, c'est le schéma qui n'est pas qui. D'accord. Voilà, c'est H3 plus O carré, hein. Au carré, oui. Oui, Et oui. le Ka, C'est c'est une division, non? c'est une division, oui. H3 plus O carré fois CB, facteur de 1 moins bêta sur Ke. C'est ce D'accord, qu'on merci. vient de démontrer tout à l'heure, quoi. D'accord, oui, merci. OK, pas de souci. Très bien, donc on vient de répondre à la question 1, 5, 2 maintenant. On demande de montrer que Ke ou Ka égale, n'est-ce pas, H3 plus au carré fois CB sur Ke. Maintenant, le Ke, on peut remplacer ça par PKE. Maintenant, comment on va faire cela? Donc, on va multiplier l'expression en fonction du logarithme. Donc, vous aurez moins log partout, moins log de Ka égale moins log de tout ça. Donc, vous aurez H3O plus au carré concentration multiplié par la concentration de Cb sur Ke. Voilà, donc c'est ça l'expression. Maintenant, moins log de Ka, c'est égal à pKa. Donc, vous aurez pKa égale. Maintenant, ici, attention, vous avez un produit, hein. Donc, on va travailler comme ça. C'est moins log de H3O plus au carré
Maintenant, le moins ça donne moins log de CB. Très bien. Maintenant, il y a en bas le dénominateur, c'est moins. Ensuite, moins log de KE. Voilà. Donc, là, vous aurez maintenant pKa égale log de H3O plus au carré, ça donne 2 pH. Ensuite, moins log de CB, vous remettez là l'expression. Ensuite, moins, donc vous voyez bien, on a un moins. Après, au niveau de la parenthèse, moins log de KE. Or, moins log de KE, c'est PKE. Donc, à partir de cette expression maintenant, on peut calculer la valeur du pKa. Donc, vous utilisez la calculatrice et vous me donnez le résultat. Donc, le pH, on avait déjà la valeur, c'est 2 multiplié par... Bon, ici, ils ont demandé de calculer en se référant au tableau ci-dessous, n'est-ce pas? Donc, ça nous permettra d'avoir les bonnes valeurs, hein. Très bien. Maintenant, le pH ici, c'est quel pH? Avant dilution ou après dilution? Donc, il faut travailler avec la valeur avant la dilution. Donc, il faut prendre 11,1. Donc, le pH, c'est 11,1 moins log de CB. Maintenant, CB, la concentration, c'est 0,1. Maintenant, moins pKe, sa valeur, c'est 14. Voilà, maintenant, si vous faites le calcul, ça vous donne le pKa du couple. Qui a fait le calcul? J'ai trouvé 9,2. Tu as trouvé 9,2. Oui. Voilà, donc Amiba a trouvé 9,2. Les autres vérifiez si c'est le bon résultat. Très bien, Ami, on trouve 9,2. Maintenant, ensuite, on a donné un tableau ci-dessous. On nous demande maintenant d'identifier la base faible en se référant au tableau. Donc, Ami, ça correspond à quelle base ici? Ça correspond à NH4 plus NH3. Très bien. Donc, ça correspond à l'ion, le couple ion ammonium ammoniate. Donc, la base B2 correspond au couple NH4 plus NH3. Voilà, donc c'est ça le couple correspondant. Donc la base ici, c'est l'ammoniac. Très bien, maintenant, question 1, 5, 3. Ami, qu'est-ce qu'on a demandé 1, 5, 3? On a demandé de classer les bases faibles dans le tableau par basicité décroissante. Très bien, donc le classement. Maintenant, pour classer les bases, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, pour classer une base faible ou des bases faibles, on se réfère soit à la valeur du Ka ou bien à la valeur du pKa. Maintenant, entre deux bases faibles, la plus forte est celle qui a le pKa le plus grand ou le Ka le plus petit. Maintenant, on a un tableau où il y a trois bases. Et maintenant, pour chaque base, nous avons son pKa. Donc, à partir de ces données, on peut classer. Très bien, Ami, on t'écoute. Comment on s'en parle? Ami, il faut couper le micro. Désolé. Oui, Khalifa, allez-y. Khalifa Bey, allez-y, Khalifa. Bonjour, yaa ngi si jàmm. Ça va, Alhamdulillah. Xaw a tardé. À ton âge, ouais, il faut prendre le train en marche. On vient juste de... Il ne reste que la dernière question pour terminer l'exercice 1. On va démarrer ensemble l'exercice 2. D'accord. Ok, allez-y, Ami, tu réponds à la question pour le classement.
Maintenant, pour les classer, on se réfère uniquement. Donc, le classement, c'est pas NH4 plus NH3. Ok. Donc, c'est basicité croissante, n'est-ce pas? Croissante, waaw. Est-ce que duñ Oui. jël premier couple NH4 plus NH3? Pourquoi? Parce que son pK est plus petit. Très bien. Donc, on commence par le couple NH4 plus 1. Oui. Très bien. NH4 plus NH3. Mm. Parce que son pK, c'est 9,2. 9,2. Ensuite, le suivant, c'est qui? C'est 2H5 NH2. Très bien. Donc, l'ion éthylammonium, n'est-ce pas? Oui. Éthylamine. Très bien. Ensuite, qui vient? Et le reste. Très bien. Le diéthylammonium. Voilà. Donc, c'est comme ça qu'on fait le classement. Donc, qui est le plus fort? C'est le diéthylammonium. L'ion diéthylammonium, diéthyl. Là, ça, c'est la base la plus forte parce que son pKa est plus élevé. Donc, on a les deux couples ensemble. Ensuite, maintenant, une fois que le classement est fait, donc c'est ça, les questions qu'on avait demandées. Voilà. Donc, c'était ça pour la... Oui, Sophie Bahoum, allez-y, Sophie. Monsieur, Oui, pour le classement, vous avez fait une erreur parce que ici, nous avons 10,8 et 10,5. 10,8 et 5. 10,5. Du coup, c'est le C de A5. Oui, l'autre, ça, qui doit être dans l'autre côté, au milieu. Très bien. C'est celui qui vient d'arriver là. Il n'a pas encore mangé à son âge. Ou bien il a beaucoup mangé. C'est Khalifa quoi? Khalifa, tu n'as pas bien mangé toi? Non, Mousse pourtant Kébé laa la wax yow bi ngay wax sax moom nga doon wax da xam naa bi ngay bind kañ la. À ton âge comme Ok. ça là. Très bien. Merci beaucoup, Khadi. Voilà, donc on a le classement. On commence par l'ion ammonium, ammoniac. Ensuite, l'ion diéthylammonium. Ensuite, et l'ion maintenant éthylammonium, éthylamine. Voilà. Maintenant, on va synthétiser cette partie avant de commencer la physique. Donc, pour la chimie, toujours une fois qu'on a la concentration des ions H3O+, ou bien la concentration des ions OH-, on peut donner la nature de la solution. Maintenant, si la concentration des ions H3O+ est supérieure à la concentration des ions OH-, conclusion, on a une solution acide. De même que si la concentration des ions OH- est supérieure à la concentration des ions H3O+, la solution est basique. Maintenant, pour un acide fort, toujours la concentration des ions H3O+ est égale à Ca. Ça, c'est pour un monoacide fort. Maintenant, pour une monobase forte, la concentration des ions OH- est égale à Cb. Donc, ça, c'est des monobases fortes et monoacide fort. Maintenant, pour un diacide, donc quand on a un diacide comme l'acide sulfurique, la concentration des ions H3O+ est égale à 2 fois Ca. Pour une dibase, donc la concentration des ions OH- est égale à 2 Cb. Donc ça, c'est les forts. Maintenant, lorsqu'on a un acide fort ou une base forte qui se dissocie dans l'eau, le coefficient d'ionisation est égal à 1. C'est ça qui montre que la dissociation est totale. Maintenant, si on a une base faible, attention maintenant, la concentration des ions H3O+ est différente de la concentration de la solution initiale. De même que si on a une base faible, la concentration des ions OH- est différente de celle de la solution. Voilà, maintenant, si vous calculez le coefficient d'ionisation, vous allez trouver un nombre qui est inférieur à 1. C'est ça qui montre que la dissociation est lente.
Donc, c'est ça qu'on avait comme résumé. Maintenant, ce qui caractérise un acide fort, c'est par rapport à l'ionisation. Et ce qui caractérise une base forte aussi, c'est l'ionisation. Maintenant, pour les faibles, on les caractérise par rapport à leur force qu'on appelle le Ka, qu'on appelle la constante d'acidité, qui n'est rien d'autre là que la force de l'acide. Donc, la force de l'acide. Maintenant, entre deux acides faibles, le plus fort est celui qui a le pKa le plus petit ou le Ka le plus grand. Donc, si Ka1 supérieur à Ka2, conclusion, on va dire que acide 1 est plus fort que acide 2. Acide 1 plus fort que acide 2. De même que pour les bases, entre deux bases fortes, la plus forte est celui qui a le pKa le plus grand. pKa le plus grand ou bien le Ka le plus petit. Donc, c'est ça qui nous permet maintenant d'identifier la basicité. Ensuite, maintenant, si vous regardez bien, l'ammoniac, il a trois atomes d'hydrogène. Maintenant, plus on substitue, maintenant, vous voyez que la basicité augmente. Donc, plus on enlève des hydrogènes, la basicité augmente. De même que aussi pour les acides, si il y a un groupe halogène qui est présent à côté, ça augmente l'acidité. Donc, pour les bases, les groupes alkyles vont augmenter la basicité, alors que pour les acides, les halogènes vont augmenter aussi l'acidité. Voilà, c'était tout pour résumer cette partie. Maintenant, on va enchaîner avec la physique. Oui, Willan? Oui, monsieur, est-ce que vous pouvez rabaisser un peu? D'accord. C'est bon, ou bien? Non, non, pas encore. Oui, c'est bon, oui. C'est bon, d'accord. Très bien, maintenant, on va passer à la physique. Maintenant, nous allons passer à la physique. Donc, quelqu'un pour lire. Les, Allez-y maintenant, quelqu'un pour la physique, comme ça on y va vite. Oui, les, par- Khalifa. Oui, allez-y, oui, Ami. les parties un et 2 peuvent être traitées indépendamment l'une et l'une d'autre. Lors d'une séquence de travaux pratiques, on met à la disposition de deux groupes d'élèves le matériel suivant: un générateur de tension idéale de FM U0, U0, deux Mhm, condensateurs de capacité C1 et C2 mhm. initialement déchargés, une bobine B1, l'indistance L1 et résisteur R1, une bobine B2, l'indistance L2 et résistance négligeable R2 égale 0, un condensateur ohmique de résistance R, Un conducteur ohmique. un conducteur ohmique R égale 20 ohms de conducteur K et un oscilloscope numérique à mémoire. Le but de la séquence est déterminer d'expérimenter les valeurs de L1, R1, C1, ça c'est quoi? Essai de L2, essai C2. de. Très bien. Pour déterminer L1, R2, R1 et C1, les élèves du premier groupe réalisent le circuit de la figure 2. On Très ferme bien. ça sur la position 1. Après Mhm. une brève durée de condensateur est totalement chargé à l'instant T0 égale 0, on bascule K à position 2. Mhm. Très Euh, bien. Ensuite, un oscilloscope numérique à mémoire permet de visualiser simultanément l'évolution au cours de temps de la tension IC aux bornes du condensateur sur la voie Y1 mhm. et la tension UR aux bornes du condensateur ohmique sur le voie Y2. On obtient les chronogrammes de la figure 3. Très bien. On obtient les chronogrammes de la figure 3. Ensuite, les deux courbes sont données. On a la figure 3. Il y a deux courbes. L'une des courbes, ça donne la tension aux bornes du
condensateur et l'autre courbe, la tension aux bornes du résisteur. UC et là c'est UR. Très bien, on vous dit delta 1 étant la tangente à la courbe UC1 à l'instant t égale 4,5 millisecondes. Et T2 égale delta 0 étant la tangente à la courbe UR à l'instant t égale à 0. Maintenant, on vous demande à la première question l'exploitation des chronogrammes. Chronogramme signifie seulement les graphiques qu'on a obtenus. Donc, on vous demande à la première question, petit a, de déterminer la FM du générateur. La FM signifie seulement la force électromotrice. Très bien, Ami, qu'est-ce que tu proposes? On demande de déterminer la valeur FM U0 du générateur. Lorsqu'on observe le courbe de la figure 3, voilà, attendez. Donc, attends un peu. Voilà, donc on revient ici au niveau du schéma. Donc, on a dit on bascule l'interrupteur à la position 1. C'est ça la position 1. Maintenant, dès qu'on bascule l'interrupteur à la position 1, vous voyez ici, la flèche là indique le sens du courant. Ça, c'est la borne positive du générateur et ça, c'est la borne négative. Vous voyez, I circule comme ça. Vous voyez, ils ont déjà montré le sens de circulation. Que fait le condensateur? Ça, c'est l'armature positive du condensateur et ça, c'est l'armature négative. Maintenant, le condensateur se charge. Donc, vous voyez, l'autre partie du circuit ne nous intéresse pas parce que là-bas, l'interrupteur est ouvert. Et lorsque l'interrupteur est ouvert, le courant ne passe pas. Donc, on a un circuit comportant un générateur et un condensateur. Donc, à t égale à 0, la charge est trop rapide. Donc, dès qu'on branche, la charge est maximale. À la fin de la charge, U du condensateur est égal à la tension aux bornes du générateur. Donc, à t égale à 0, il n'y avait pas de charge. À t égale à 0, c'est le moment où l'on ferme l'interrupteur. UC égale à 0 et UG garde sa valeur constante. Maintenant, à t supérieur à 0 ou bien infini, c'est-à-dire à la fin de la charge. À la fin de la charge. Maintenant, une fois que le condensateur est chargé, la tension maintenant du générateur, U générateur, égale U condensateur. Or, U générateur n'était rien d'autre que U0. Donc, U0, on va le trouver à partir de la courbe du condensateur. Maintenant, si vous regardez bien, la courbe du condensateur est là. À t égale à 0, vous voyez, la charge est maximale. Maintenant, et en cette date, on a basculé maintenant. Au moment où on bascule, c'était la fin de la charge. Donc, si vous regardez bien, d'après le graphe, on a U0 égale à 6 volts. Égale 6 volts. Très bien, Ami. Ensuite, on continue. Donc, U0, sa valeur, c'est 6 volts. Donc, toujours, pour un condensateur, à t égale à 0, la charge est nulle. Si la charge est nulle, c'est-à-dire que la tension aussi est nulle. Maintenant, à la fin de la charge, la tension aux bornes du condensateur est égale à la tension aux bornes du générateur. Et maintenant, c'est à cette date qu'on va basculer. Maintenant, pour comprendre cela, c'est très simple. Amiba, la nuit, tu vas brancher ton téléphone. Maintenant, vers 5 heures du matin, tu vas retrouver ton téléphone. Maintenant, et la batterie est chargée pleinement. Est-ce que vous voyez? Donc, tu as 100% de charge. Comme cela veut dire que, à cette date, la tension aux bornes du générateur est égale à la tension aux bornes du condensateur. Maintenant, dès que tu branches, tu débranches, c'est maintenant la batterie qui va générer de l'électricité. Maintenant, c'est avec cette électricité-là que tu vas faire des synapses, des airdrops. N'est-ce pas? Tu as compris, Ami? Oui, j'ai compris.
Très bien, on passe à la question suivante maintenant. On vous demande d'établir l'expression de L1 en utilisant maintenant, n'est-ce pas, une information capitale. Donc, dans le texte, on vous dit petit b montre que l'inductance peut s'écrire sous la forme L1 égale moins UR, U0 fois UR sur P. Bon, là, c'est un peu débordé, mais l'expression demandée, c'est U. Donc, petit b, c'est ça qu'on vous demande de montrer. On vous demande de montrer que L1 égale à moins U0 multiplié par R divisé par P. Voilà, c'est ça qu'on vous demande de montrer. Maintenant, c'est l'écran qui est un peu... Après, si vous imprimez la feuille, vous allez voir que c'est une division. Maintenant, Ami, qu'est-ce que tu proposes pour ça? Maintenant, bon, pour montrer ça, allez-y, Ami, tu as une proposition? Non, j'ai pas bien compris la question. Très bien. La question, c'est de montrer que l'inductance de la bobine L1 peut s'écrire sous la forme L1 égale moins U0 multiplié par la résistance sur P. Maintenant, P, on a donné une information. P ici représente la pente de la tangente à la courbe à l'instant t égale à 0. Maintenant, si vous regardez la courbe UR à t égale à 0, vous voyez ici, au niveau de cette courbe-là, c'est ça la pente. Maintenant, comment on va montrer cette expression? Maintenant, il faut utiliser seulement la loi d'additivité des tensions. Maintenant, d'après la loi d'additivité des tensions, loi d'additivité, la loi d'additivité, maintenant, cette loi nous permet d'établir la relation entre les tensions. Maintenant, ici, qu'est-ce qui s'est passé? On a chargé pleinement le condensateur. Ouais, on a chargé pleinement le condensateur. On vous a dit ça ici. On ferme sur la position K1. Après une brève durée, c'est très rapide. Le condensateur est totalement chargé. À l'instant t égale à 0, on bascule l'interrupteur K à la position 2. Une fois que la charge est maximale, maintenant, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont basculé à la position numéro 2. Maintenant, si on bascule à la position numéro 2, c'est le condensateur lui-même qui se comporte maintenant comme un générateur. Et le courant commence à circuler maintenant dans le circuit. Et notre circuit maintenant, ça comporte un générateur qui est le condensateur. Ensuite, une bobine résistive et un résistor. Donc, c'est ça le circuit que nous avons maintenant. Maintenant, on demande de montrer que l'expression de l'inductance s'écrit sous la forme. Maintenant, avant cela, on va utiliser la loi d'additivité. Donc, ici, c'est le condensateur qui est le générateur. Donc, vous aurez UC1 égale, d'après la loi d'additivité, UR pour le résistor plus UB1 qui est la bobine. Donc, ça, c'est la loi d'additivité qui nous permet d'écrire ça. Ensuite, UC1, on va remplacer par U0 parce qu'on vient de le trouver. On a dit que U0 tout à l'heure égale UC1. Ensuite, maintenant, on va avoir U0 égale UR plus UB1. Ensuite, on va remplacer par leur expression. Donc, UR, on sait que c'est un résistor. On peut laisser comme ça, UR. Parce que plus bobine, on vous a dit c'est toujours RI plus. Maintenant, là, ils ont noté ça, R1. Donc, on va noter R1 plus L1 D de I par rapport au temps. Donc, c'est ça l'expression de la tension au bord de la bobine. Maintenant, une fois qu'on a ça, d'après le graphe qui est représenté ici, on a donné la représentation de la tension UR en fonction du temps. Donc, notre équation
il nous faut exprimer ça en fonction de la tension UR. Maintenant, n'oubliez jamais que la tension aux bornes du résistor est toujours proportionnelle à l'intensité du courant. UR égale R fois I, ce qui implique que I égale UR sur R. Maintenant, on va utiliser cette information qu'on va remplacer pour avoir l'équation différentielle UR plus RI multiplié par UR sur R plus L1, L1, D2. Maintenant, le I là, on va remplacer ça par UR. Donc, c'est D de UR, le tout sur D de T. Mais n'oubliez pas qu'il y a R et le R sort. Voilà, donc c'est ça l'équation différentielle. Maintenant, si vous regardez bien, il y a R ici, il y a R ici. Donc, on peut factoriser par R et multiplier. Donc là, si vous remarquez bien, il y a UR, là aussi il y a UR. Donc, on peut faire une factorisation et ensuite maintenant multiplier par UR. Maintenant, ou bien si vous voulez, vous laissez comme ça. Maintenant, à t égale à 0, au moment où on bascule l'interrupteur, n'est-ce pas? D'après la figure 3, vous voyez que à t égale à 0 secondes, moment où on bascule l'interrupteur, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas de tension au niveau du résistor. Donc, la courbe nous montre qu'à t égale à 0, si vous voyez bien la courbe UR ici, la tension au bon du résistor est nulle. Donc, UR égale à 0. Et D2, il nous dit P égale à D de UR par rapport au temps. C'est l'exercice qui a dit que P, c'est c'est la pente. P représente la pente. Donc, la pente ici, c'est delta de UR sur delta de T. Donc, ça, c'est des informations que l'exercice nous donne. Et en regardant la figure 3, à t égale à 0, nous avons bien observé que UR égale 0. Maintenant, la pente P égale à D de UR par rapport au temps. Ensuite, si vous regardez entre l'intervalle 0 secondes et T1, donc entre l'intervalle 0 et T1, si vous regardez bien, comment est la courbe de UR? Donc, vous voyez bien ici que la courbe est descendante. Donc, cela veut dire que D de UR par rapport au temps est inférieur à 0. Donc, si vous vous souvenez bien, lorsqu'on faisait oscillation mécanique, à t égale à 0, si c'est décroissant, on va dire c'est négatif. Si c'est croissant, on va dire c'est positif. Donc, ça, c'est d'après le texte. Maintenant, une fois qu'on a ces informations, on peut retourner en arrière et exprimer L1. Donc, si on retourne, on va avoir U0 égale UR plus R, UR, le tout sur R, plus L1 sur R, D2 UR par rapport au temps. Maintenant, si vous remarquez bien, UR est nul à t égale à 0. Est-ce que vous voyez? Donc, ça aussi, c'est nul. Il va rester uniquement U0 égale L1 sur R multiplié par D de UR par rapport au temps. Très bien. Maintenant, on va remplacer. Comme on a dit que D de UR est négatif, donc vous aurez U0 égale moins L1 sur R D de UR par rapport au temps. Donc, on avait posé tout à l'heure que D de UR par rapport au temps égale à P. Donc, cela nous donne U0 égale moins L1 sur R multiplié par P. Donc, arrivé là, tout est visible. Maintenant, on peut trouver L1. Donc, on va multiplier par 1 moins U0 multiplié par R et divisé par
P. Et enfin, l'expression demandée. Voilà, donc c'est ça, l'expression de l'inductance demandée. Donc, s'il y a des questions, on peut répondre avant de poursuivre. On peut y aller? Oui? Ibrahim Niang, allez-y. Khalifa, allez-y. Waaw, Moussa, Oui. pour cette question-là, on pouvait pas dire directement P, comme que P est, est la droite est en bas, on pouvait pas dire que P c'est directement égal à DUR, moins DUR sur DT. P égale moins DUR sur DT. Sur DT. Prêt? Après, on remplace P par sa valeur. Quelle est sa valeur? Ils ont demandé d'exprimer. Donc, c'est le texte qui a dit exprimer L1 en fonction. Donc, c'est le texte qui a demandé d'exprimer. On vous dit exprimer. On vous dit d'exprimer. Regardez la question. Exprimer. Donc, tu es là? Ah, ok, d'accord. Regarde, tu as vu, hein? Ah, je me suis trompé, merci. À ton âge comme ça, là. Très bien. Donc, s'il n'y a pas de questions, on continue. Ami, c'est bon? Oui, c'est bon, monsieur. Allez-y, question suivante alors. Très bien. Maintenant, la question qui suit, on vous demande maintenant de... Allez-y, oui, il y a une question. Papa Ndiaye, allez-y. Allez-y pour la question suivante, oui. Et on sait que P égale delta de UR sur delta de T. Très bien. Donc, on sait que P égale delta de, Delta de en UR. regardant la courbe, on peut trouver la pente. Très bien. Continue. Delta de UR sur delta de T. Oui. Et en faisant l'application numérique, on a Très moins bien. P 0, égale D de UR par rapport au temps qui est aussi égal à delta de UR. Delta veut dire la variation de UR par rapport au temps. Maintenant, à T égale à 0, on a tracé la tangente. Maintenant, on va chercher les points pour trouver maintenant P. Donc, P égale, donc allez-y, papa, donne les valeurs. moins 0,9. Très bien, moins 0,9 d'après la courbe. Et Moins 0 moins 0 sur. sur 1,5 moins 0. Très bien, maintenant attention ici, 1,5 moins 0, mais les 1,5 c'est en En millisecondes. millisecondes. Très bien, maintenant il faut convertir en secondes. Donc, si c'est bien fait, vous devez trouver un coefficient directeur qui est négatif. Négatif, moins Allez-y. 0,89. Moins Moins 0,89 secondes. Vérifie bien le coefficient directeur. Attention, on trouve ici. Si c'est bien fait, vous devez trouver moins 600. Moins 600 millisecondes. Très bien, voilà. Donc, ici, c'est le coefficient directeur, c'est moins 600. Ce n'est pas millisecondes, hein? Là, UR, ça s'exprime en volts. Et le temps en secondes. Donc, c'est volt par seconde. Voilà. Maintenant, si vous ne connaissez pas l'unité, vous mettez SI. Très bien. Allez-y, oui. Ami Fall. Oui, attendez, papa, il y a une autre question. Ami, allez-y. Oui, Dramé, allez-y. Ami, allez-y, Ami. Ah, c'est bon. C'est bon, ok. Il y a El Mamadou Dramé. Mamadou, il faut activer. Allez-y, on vous écoute. On a la formule L1. Oui. L1 égale à moins U0. Oui. Fois R sur P. Uh-huh. Pour calculer P, on peut tirer sur cette formule ou pas? Mais on n'a pas encore P. Pour Il calculer, faut calculer P d'abord. Parce ouais, que tu n'as pas... on demande de calculer P. Oui, c'est à la question numéro C. P, oui. Oui. P, on peut le tirer sur la formule L1. Mais L1, tu n'as pas sa valeur aussi? On a donné L1 sur Non, la ils ont dit question. de vérifier. Et vérifier. Il faut dire et vérifier.
Vérifier. On a demandé de vérifier cette valeur. Tu as compris? Oui, ok. Allez, merci beaucoup. Très bien, on continue maintenant. Donc, nous venons de trouver P. On peut vérifier maintenant la valeur de L. Donc, comme Dramé vient de le dire, on peut remplacer L1 maintenant égale moins U0 fois R, le tout sur P. Maintenant, on remplace U0. C'était 6, on a moins 6. Maintenant, R, sa valeur, c'est donné dans le texte. C'est combien? Donc, on a donné 20 ohms divisé par moins 600. Maintenant, si les calculs sont bien faits, vous devez trouver 0,2 Henri. Le H, ça signifie Henri, hein. Vous regardez dans le texte, ils ont donné la valeur de R. C'est 20 ohms. Très bien, donc on continue à la question suivante. On vous demande maintenant de déterminer la pseudo-période des oscillations électriques. Allez-y, qui peut me donner la pseudo-période? La pseudo-période, notez T1, allez-y. Oui, Baba Touré, allez-y. Baba, C'est 6 millisecondes. très bien. Donc, la pseudo-période, c'est 6 millisecondes. Donc, si vous regardez bien, toujours sur le graphe, vous aurez l'information. Vous voyez, une division ici, ça correspond à 1,5 millisecondes. Donc, ici, la période correspond à 1, 2, 3, 4. Donc, la période correspond à 4 millisecondes. Donc, l'échelle est donnée sur le graphe. Donc, 1 div correspond à 1,5 millisecondes. Donc, nous, on a, si on compte bien, 1, 2, 3, 4. Donc, la période correspond à 4 divisions. Donc, 4 divisions correspond à T1. Voilà, donc c'est ça qui donne 6 millisecondes. Merci beaucoup. Question suivante. On demande maintenant de trouver, oui, il faut couper le micro, Baba, une fois la réponse donnée. Très bien, maintenant, pour la question numéro 2, on nous demande maintenant de trouver la valeur de C. C étant la Monsieur, Oui, Ami. j'ai pas compris comment on a déterminé la période, cette période. Très bien. Pour la pseudo-période, Ami, on regarde la courbe, n'est-ce pas? Si vous regardez la courbe, on remarque que l'amplitude diminue au cours du temps, n'est-ce pas? La courbe de UR ici, hein? Tu as vu? Maintenant, Ami, quand tu regardes ici, le vert à t égale à 0, jusque-là, là où j'ai tracé, c'est ça qu'on appelle une période. C'est la Oui, durée d'un tour complet. Est-ce que vous voyez? oui, Voilà, donc si on arrive là, tu vois, on reprend la même chose. Donc ça descend encore. Est-ce que tu as vu? Donc la oui, période, c'est quand le mouvement se ressemble identique à lui-même. Donc lui-même. quand on est là, tu comptes bien le nombre de divisions. Eux, ils ont mis une division correspond à 1,5. Tu as vu? Mhm. Maintenant, tu comptes c'est combien de divisions? Là, c'est 1, là, c'est 2, Deux, là, c'est 3, et là, c'est 4. c'est quatre. Quatre. You understand? Oui, Très bien. Donc, 4 fois 1,5, ça correspond à 6 égal 6. millisecondes. C'est bon? Oui, c'est bon. Très bien. Maintenant, la question suivante, on demande de trouver la capacité. Maintenant, pour trouver la capacité, toujours, on a une relation. Là, c'est oscillation électrique. Donc, W1 au carré, c'est une relation que vous pouvez appliquer directement. C'est 1 sur L1 fois C1. Maintenant, c'est ça la formule. Or, on sait que oméga égale 2pi sur la période. Donc, à partir de cette formule, on peut calculer maintenant ce qu'on appelle la capacité. Donc, vous élevez au carré, ça vous donne 4pi au carré sur T1 au carré égale 1 sur L1 fois C1. Maintenant,
on va tirer ici la valeur de C1. Donc, ce qui implique que C1, qui est la capacité du condensateur, n'est rien d'autre que T0 au carré multiplié par, ou bien T1 au carré, sur maintenant 4 pi carré multiplié par L1. Voilà, donc c'est ça l'expression de C, la capacité. Maintenant, vous allez faire l'application numérique. C égale. Maintenant, T, attention, c'est en millisecondes. Il faut convertir en secondes d'abord et élever au carré. 4 pi carré. Maintenant, si vous regardez bien dans le texte, on vous a donné une information. Donc, pi carré, on peut prendre combien? Donc, si vous regardez bien en bas, on n'a pas donné l'indication pour pi carré. Hein. C'est pas grave. Maintenant, si vous calculez, Pi carré égale 10. très bien, pi carré égale 10. Merci beaucoup. Multiplié par L, 0,2. Faites le calcul maintenant. Ça vous donne combien? Qui a calculé? Personne. J'ai trouvé 1,8 10 puissance moins 5. Combien? 1,8 10 puissance moins 5. Les autres, vous avez trouvé combien? Moi, j'ai trouvé 4,5. Très bien. 10 puissance? 6. Moins 5. Moins 6. Moins 6. 10 Moins puissance 6, moins, moins 6, moins moins 6. 6. Voilà. Ami, il faut revoir la valeur. Hein? Il faut revoir les calculs. C'est 4,5, 10 puissance Oui, moins. c'est 4,5 Très bien. 10 puissance moins 6. J'ai oublié d'élever au C'est carré. bien. Voilà. Il faut revoir toujours les calculs. Donc, on a 4,5, 10 puissance moins 6 farad. La capacité, ça s'exprime en farad. Maintenant, si vous voulez, vous pouvez exprimer ça en microfarad ou bien vous laissez comme ça. On y va. La question 3. On nous demande la valeur de R1. Maintenant, pour trouver la valeur de R1, c'est la résistance interne de la bobine. On procède de la même manière. On sait que U bobine, la tension aux bornes de la bobine, c'est R1 fois I plus L1 D de I par rapport au temps. Ça, c'est la formule pour calculer la tension aux bornes d'une bobine. Maintenant, on a dit tout à l'heure qu'on remplace I par UR sur, voilà, I égale UR sur R. Donc, si on revient, vous obtenez UB, la tension au bout de la bobine, égale R1 fois UR sur grand R, plus L1 sur R, D de UR par rapport au temps. Maintenant, une fois que vous avez cette information, si vous regardez bien, ils ont demandé à T, l'instant T1 égale 1,5. Maintenant, à cette date, à T1, à T égale T1. Vous regardez la courbe. Ami, tu es là, tu regardes la courbe à T égale à T1. Donc, si vous regardez à T égale à T1, la tension UR seulement égale moins 0,5 volts. Et à cette date, eux, ils ont dit que UB1 égale moins 0,25 volts. Maintenant, ce qui est plus important ici, à cette date, la dérivée D de UR par rapport au temps égale à 0. Pourquoi c'est égal à 0? Parce que la tension est maximale. Donc, si la tension est maximale, quand on dérive une constante, on trouve 0. Donc, vous voyez ici, à 0, à T1 égale 1,5 secondes, UR est maximal. Et lorsque UR est maximal, cela veut dire que I est nul. Donc, vous voyez, parce que I égale D de Q par rapport au temps. Donc, cela veut dire que D de UR sur D de T égale à 0. Donc, ça, c'est le maximum. Donc, ça veut dire qu'à cette date, UR est constante. Et dérivée d'une constante égale à 0. Maintenant, on a, ça, c'est le minimum. Hein?
Donc, à cette date, on a un minimum. Comme en mathématiques, hein, une fonction est maximale et ou minimale là où sa dérivée s'annule. Voilà, maintenant, on peut retourner et calculer maintenant la valeur. Donc, vous aurez UB1 maintenant égale, il va rester seulement le petit r. Donc, vous aurez R1 fois UR, le tout sur R. Maintenant, l'autre partie est nulle. Maintenant, vous aurez maintenant UB1, c'est moins 0,25 égale R1 multiplié par UR, le tout sur R. Maintenant, vous tirez R1. Donc, R1 a pour expression maintenant quoi? UB1 multiplié par grand R, le tout sur UR. Très bien. Maintenant, vous remplacez. UB, c'est moins 20, 25. R, je pense bien, c'était 20. Hein? Vérifiez, 20. Divisé par UR, c'est moins 0,5. Ouais, le moins et le moins va disparaître. Et on va trouver R1, 10 ohms. Oui, Mamadou Dramé. 10. Très bien, on trouve 10 ohms. Merci, Dramé. Tu as plus 1. Question suivante maintenant. On vous demande, question 4, établir l'équation différentielle. Allô? Pour établir l'équation différentielle, oui, Dramé, allez-y. Vous pouvez revenir sur la question 2. Sur la question 2. Oui, la valeur de la capacité. La valeur de la capacité. Voilà, on a utilisé la formule seulement. Hein. On sait que oméga, comme on a des oscillations électriques libres, oméga égale racine de 1 sur LC, ou bien oméga carré égale à 1 sur LC. Tu as compris? Oui. Or, période égale 2 pi sur oméga. Donc, oméga égale à 2 pi sur la période. Tu as vu? Oui. Ensuite, on a élevé on au peut passer de la formule donnée au cours, comme taux égale taux. Taux RC. Dans le cours. Oui, vous avez taux égale RC. Égale RC, oui. On peut tirer C. Mais là, tu n'as pas la valeur de taux. Mais on peut le déterminer sur la courbe. Comment? On projette ici, comme la droite delta. Attention, c'est pas là. Attention, ici, c'est pas la même chose. Hein. Okay. Là-bas, on le fait quand on a des fonctions exponentielles. Là, c'est une oscillation électrique. Ça, c'est des fonctions sinusoïdales. You know? Merci. OK, pas de souci. Donc, on passe à l'équation différentielle. Pour l'équation différentielle, donc, oui. Oui. Ici, dans la question 2, on ne pouvait pas dire T1 égale 2 pi racine de LC. Oui, c'est la même chose. Tu vas trouver le même résultat. Ah, c'est la même chose. C'est la même chose. Ah, merci. Merci, Khalifa. Bon, on doit établir l'équation différentielle, mais voilà, allez-y. Donc, on va établir l'équation différentielle. Donc, attention ici, pour établir l'équation différentielle, le circuit, c'est le condensateur tout à l'heure, qui est le générateur, qui donne la tension aux bornes du résistor plus la tension aux bornes de la bobine. Voilà, donc c'est ça, d'après la loi d'additivité. Maintenant, on va remplacer UR, c'est toujours R fois I, plus bobine, c'est R1 I, plus maintenant L1 D de I par rapport au temps. Maintenant, on va voir la question. Ils ont dit d'établir l'équation relative à UC. UC étant la tension au bornes du condensateur. Or, on sait que I égale C D de UC par rapport au temps. Donc, ça va être RC D de UC par rapport au temps. Plus maintenant, le petit r aussi, c'est R1 multiplié par C D de UC par rapport au temps. Voilà. Maintenant, plus maintenant L1. Maintenant, là, on va remplacer le I. Donc, vous aurez dérivé carré. Hein? Donc, c'est LC D carré de UC par rapport à DT carré. Donc, c'est ça.
l'équation différentielle. Maintenant, si vous voulez, vous ordonnez tout correctement et ça vous donne l'équation différentielle du second ordre avec second membre ou bien sans second membre. Maintenant, c'est à vous de voir si vous transposez, vous obtenez la même chose. Maintenant, R1, D de R1C, D de UC par rapport au temps, plus maintenant LC, D carré de UC par rapport à DT carré. Maintenant, si on transpose bien, vous obtenez LC, D carré de UC par rapport à DT carré. Équation, ça c'est dérivée seconde. Plus maintenant, on va prendre les R en facteur. Donc, vous aurez R plus petit r1. Ensuite, le C va venir. D de UC par rapport au temps moins UC, n'est-ce pas, égal à 0. Mais dans une équation différentielle, on ne peut pas avoir moins, n'est-ce pas? Donc là, si vous transposez, on doit avoir plus égal à 0. Maintenant, pourquoi on a moins ici? Là, c'est avec courant de décharge. Lors d'une décharge, I égale moins D de Q par rapport au temps. Donc, si on remplace bien, on doit avoir moins C D de UC par rapport au temps. Donc, c'est ça, courant de décharge. Maintenant, si on remplace partout, on devait avoir moins, et on multiplie par un signe moins pour avoir maintenant partout plus. Donc, dans l'équation différentielle, toujours on doit avoir un signe plus. Voilà, donc c'est ça l'équation différentielle. Maintenant, si vous voulez, faites un changement de variable. Donc, vous posez, vous aurez maintenant, comme on a l'habitude de le faire, LC, UC, point, dérivée seconde. Plus maintenant, là, c'est la somme des R total. Ensuite, il y a C, UC maintenant, point, plus maintenant, UC égale à 0. Donc, si vous vous rappelez bien, en oscillation mécanique, on avait la même expression. Donc, on peut rendre l'expression beaucoup plus belle. Ça va être maintenant UC point, plus maintenant, quand on divise par LC partout, il va rester ici. Euh, donc là, il va rester R total, le tout sur LC. Après, il y a un C maintenant. Les C vont disparaître. Maintenant, UC point, plus maintenant 1 sur LC, UC égale à 0. Voilà, une équation différentielle du second ordre sans second membre. Donc, c'est ça l'équation. Maintenant, les solutions, vous les connaissez, c'est des formes sinusoïdales. Donc, je pense que c'est bon pour aujourd'hui. Inch'Allah, la séance prochaine, Inch'Allah, le prochain cours, on va faire un résumé global sur tout ce qu'on a pu faire depuis le début, Inch'Allah, pour vous permettre de mieux préparer le baccalauréat. Donc, allez, on se revoit le dimanche prochain, Inch'Allah.